BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, non, les NFT ne sont pas morts et l'administration française se renforce pour l'arrivée de Mika. Stablecoin CBDC peuvent-ils être un instrument de dédollarisation de l'économie? On voit ça dans un instant avec Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Skim. Bonjour Gonzague. Oui. Louis Tellier, journaliste à The Big Whale. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Mais d'abord, on part faire un détour sur le marché crypto pour voir la santé financière de Bitcoin avec Valentin Nicot. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Tu es membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Valentin, si on résume, le Bitcoin, plus 38% sur un an, plus 7% sur un mois, plus 4% sur une semaine et plus 0,4% sur un jour. On est autour des 27 700 $ à l'instant où on se parle. Ça va continuer à monter, Valentin ? Écoutez, c'est ce qu'on espère. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que depuis une semaine, il y a eu des éléments changeants. C'est-à-dire qu'on a eu des corrections sur l'ensemble des actifs risqués, notamment le Nasdaq qui est suivi pour le regard du Bitcoin par tous les investisseurs. Et il s'avère qu'on est plutôt en bas de range sur le Nasdaq et sur l'ensemble des indices actions d'ailleurs. Des ranges qu'on est en train de former depuis quasiment le début de l'été. Et il s'avère que là, il y a une décorrélation qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps. Et comme vous l'avez dit, sur une semaine, ça fait gagner donc 4,38 à peu près au Bitcoin, ce qui n'est pas du tout le cas du Nasdaq, comme vous le savez. Et donc, selon les prochaines statistiques qui devraient sortir, notamment celle de demain, 14h30, vu qu'il s'avère qu'on se rapproche de 28 500, voire on avait attaqué la résistance lundi, ça pourrait se confirmer en cas de bonne nouvelle, que ce soit sur l'inflation salariale ou l'emploi aux États-Unis. Et si jamais il s'avère que le Nasdaq est un rebond confirmé avec du volume, on pourrait imaginer un scénario positif sur le Bitcoin. Maintenant, il faut quand même dire que toutes ces hausses sont faites sans grand volume. C'est quand même à souligner également. Et on va donc espérer que le volume revienne demain en cas de bonne nouvelle sur cette crypto-monnaie. On va surveiller tout ça de très près. Valentin Nicot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonne journée, Valentin. Louis, les NFT, ils ne sont pas morts, mais pourtant il y a une étude de Dapp Gumble qui dit que 95% d'entre eux ne vaudraient plus rien. Mais les NFT, c'est pas que de la spéculation. On a notamment le musée d'Orsay qui s'est lancé il y a pas longtemps. Tu vas nous expliquer. Aussi la start-up Oval 3 qui vient de se lancer et de lever 2,5 millions d'euros pour développer son jeu à base de NFT. Jeu d'ailleurs d'expérience immersive pour les amateurs de rugby. Voilà, en cette période de Coupe du Monde. Peut-être d'abord le musée d'Orsay, Louis. Alors, de manière générale, quand on dit que les NFT sont pas morts, il serait plus juste quand même de dire que certains NFT sont morts, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément une grande utilité autre que la spéculation. Donc, l'étude que vous citez, Amaury, c'est celle de Dapp Gumble, qui a étudié à peu près 70 000 collections et qui est arrivé à la conclusion qu'à peu près 75% d'entre elles vaudraient quasiment zéro aujourd'hui, alors qu'elles valaient bien plus auparavant, ou en tout cas un petit peu plus. En fait, les NFT, souvent, ce qu'on a du mal à cerner quand on ne connaît pas le sujet, c'est qu'un NFT, c'est juste un titre de propriété. C'est-à-dire que c'est un titre de propriété qui est inscrit dans la blockchain, qui circule dans la blockchain. C'est un contrat, comme il y a un contrat pour votre maison, comme il y a un contrat ou un titre de propriété qui certifie la propriété pour votre voiture, pour des baskets, enfin absolument tout ce que vous voulez. En fait, les NFT, c'est ça. Et en fait, les NFT ont été popularisés par ce qu'on appelle des images de singes, souvent la collection des Bored Ape. Exactement, c'est une tendance en fait qu'on retrouve beaucoup sur Google. Quand on tape qu'est-ce qu'un NFT, à côté ou en dessous il y a marqué images de singes. En fait, c'est des images de singes effectivement qui ont été émises par les Bored Ape Yacht Club. Et en fait, ces NFT ils sont spéculatifs certes, parce qu'il y a des stars qui ont été un petit peu mises dans le projet pour justement acheter à prix d'or, pour faire monter en gamme la collection. Donc parfois ça dépassait le million d'euros. Il y a notamment Justin Bieber ou Snoop Dogg qui s'y est mis. Et en fait ces NFT ils avaient quand même une utilité, c'était de participer à un club. C'est-à-dire que quand vous en aviez un, donc qu'il soit premium, en fonction des classes en tout cas, vous aviez accès à des choses. Donc vous pouviez par exemple avoir accès à des concerts, avoir accès à poser des questions à votre star, donc Justin Bieber ou Snoop Dogg. Donc en fait vous aviez un certain nombre d'avantages. Et en fait ce qui permet
de donner ces avantages-là, c'est le NFT. C'est-à-dire que le NFT vous appartient, il est dans votre portefeuille numérique, donc le wallet, par exemple, et surtout, il est certifié en termes de traçabilité quand il se trouve sur une blockchain publique, donc par exemple, comme sur Ethereum. Donc, les NFT, en fait, si vous voulez, c'est un sujet au-delà de la spéculation qui est industriel, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Amaury, il y a le musée d'Orsay qui s'est lancé. Alors, c'est une expérimentation, et ce qui est assez malin de la part du musée d'Orsay, c'est qu'ils ont appelé ça souvenirs digitaux. Parce qu'effectivement, donc Guillaume Roux, avec qui on s'est entretenu, nous a dit qu'il ne voulait pas avoir l'air justement de surfer sur cette vague, et donc a appelé ça souvenirs digitaux. Et avec les souvenirs digitaux, donc les NFT du musée d'Orsay, vous allez pouvoir gagner des choses et avoir un petit peu des accès privilégiés. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant il y a certaines marques, certaines entités qui ne veulent plus parler de NFT parce que ça a mauvaise presse, parce que... Exactement. Alors après, est-ce qu'ils ont tort au niveau communication? Ça c'est un débat. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très étudié. C'est un système qui permet de redéfinir en fait l'aspect communautaire qu'on entretient avec ses clients, avec ses utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous n'allez pas juste vendre un produit. Vous allez par exemple pouvoir quand même avoir un retour. Imaginons par exemple que vous puissiez, quand vous avez un abonnement Netflix, qui est un NFT, au lieu juste de se désabonner, donc on appelle ça dans le jargon crypto quelque part le burner, c'est-à-dire le détruire. En fait, là, vous pourriez le revendre ou même le louer à quelqu'un. Bon, ça, on n'en est pas encore là, mais c'est une possibilité qui serait tout à fait imaginable dans le futur. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui se servent des NFT pour leur aspect, entre guillemets, communautaire, entretenir des communautés. Mais c'est intéressant, ce que vous disiez, Louis, tout à l'heure, c'est que les NFT, en fait, on croit que c'est que de l'art, mais pas que. C'est une technologie, c'est un outil. Exactement. Et avec cet outil, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que ça a été démocratisé, notamment, on le disait tout à l'heure, avec les Bored Ape, mais c'est pas que ça. Ça peut être, on pourrait même demain avoir des diplômes en NFT. Exactement. Il y a même un pays là, cette semaine qui a lancé une expérimentation pour ses nouvelles cartes d'identité. Oui, c'est le Brésil, exactement. Voilà, alors il faudra voir où ça mène, mais effectivement, ce sont des cas qui sont étudiés. Ouais. Et cette start-up Oval 3 qui vient de lever 2,5 millions d'euros, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, c'est quoi? C'est un jeu. En fait, si vous connaissez Sorare, c'est un jeu. En gros, c'est un jeu de cartes. Et en fait, ces cartes-là sont toutes des NFT, sont certifiées donc sur les systèmes blockchain. Et en fait, c'est à peu près le même principe que Sorare, c'est-à-dire que quand vous avez une carte, elle peut monter en valeur ou baisser en valeur, et en même temps, vous participez à un jeu. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de faire des équipes et justement de s'opposer. Et après, vous pouvez vous-même revendre la carte sans dépendre forcément sans attendre en tout cas l'autorisation de Sorare. Ça reste quand même dans l'écosystème Sorare, mais en tout cas, vous pouvez par exemple la revendre sur des plateformes sans forcément dépendre ou demander l'autorisation à l'entreprise. Et ça, c'est une autre particularité des NFT qui, normalement, va se développer dans le futur. On parle dédollarisation de l'économie dans quelques instants avec Gonzague Grandval, mais d'abord, il faut le souligner, l'administration française se renforce. Alors, oui. Se renforce. L'AMF, en tout cas, l'autorité des marchés financiers, crée 5 postes supplémentaires pour aider le secteur Web3 dans sa transition vers MiCA. Déjà, rapide rappel, Louis, MiCA, ça va arriver quand exactement? Et pourquoi l'AMF se dit, tiens, là, il faut qu'on bouge maintenant? Alors, peut-être juste pour replacer, en gros, ce que vous avez tous les ans, c'est donc une loi de finances. Donc une loi de finances, ça va notamment fixer le budget pour l'ensemble de l'année. Là, on parle de celle qui arrive de 2024. Exactement. Donc dedans, on peut prendre certaines initiatives et le gouvernement, en tout cas, a inscrit la possibilité, parce qu'il va y avoir un débat parlementaire, ça se trouve, ça ne va pas passer, mais le gouvernement a souhaité qu'il y ait 5 effectifs supplémentaires pour l'AMF. Alors, pas que pour les cryptos, mais aussi pour la finance durable. Et c'est ça un petit peu auquel vont être attentifs, notamment l'ADAN, donc, qui est une association qui... pour le développement des actifs numériques. Exactement, qui est chargée de défendre les intérêts du secteur, veut rester vigilante parce qu'on ne sait pas exactement où ces effectifs vont être fléchés et on ne sait pas aussi si ça va rester dans la loi de finances. Il est tout à fait possible que ça saute. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut se renforcer dans l'optique de MiCA? Donc, MiCA, c'est le règlement européen. En gros, c'est donc qui va harmoniser l'ensemble des réglementations au niveau européen. Ce qui est assez novateur, c'est que l'Europe est la première région à se doter d'un tel cadre. Alors, c'est pas facile, puisqu'il faut quand même jongler entre 27 pays. Là, on va avoir un cadre qui, normalement, se veut harmoniser, donc au niveau de toutes les réglementations. Et en fait, actuellement, vous avez donc un enregistrement auprès de l'AMF qui vous permet justement de faire tout un tas de choses pour les projets crypto. Mais demain, il faudra un agrément. Et alors, entre l'enregistrement et l'agrément, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que là, on va normalement devoir avoir des effectifs supplémentaires parce que
un processus d'agrément, c'est très lourd, c'est plus lourd que l'enregistrement. Très très compliqué, voilà, il y a beaucoup de procédures très lourdes, et l'enjeu, j'imagine, c'est que si ça prend trop de temps, l'Europe risque de se faire dépasser par d'autres régions du monde qui avancent. Exactement, parce que l'Europe n'est plus toute seule. On imagine mal les États-Unis rester quand même dans le flou réglementaire. On le rappelle, il y a un blocage politique, notamment aux États-Unis, qui fait qu'il y a de nombreux projets crypto qui se plaignent de lois qui ne sont pas claires et donc qui choisissent de quitter les États-Unis, alors notamment qui prospectent beaucoup en Europe. Et surtout, il y a en Asie, donc il y a une des principales places financières avec Singapour qui s'appelle Hong Kong. Et Hong Kong a mis en place, en tout cas a commencé, alors que jusque-là elle était quand même assez conservatrice sur cette question-là, dans la lignée donc de son voisin chinois, qui a mis en place une réglementation qui permet quand même aux projets crypto, aux plateformes, voilà, plus généralement à l'écosystème crypto de commencer à se développer avec des lois claires, avec un début d'encadrement. Donc effectivement, si on est trop lent en France et en Europe, donc si les processus d'agrément prennent trop de temps, c'est du temps perdu et donc du coup les projets pourraient se tourner demain vers les États-Unis ou même un peu plus vers l'Asie. Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens. En tout cas, l'AMF va dans ce sens-là. Après avoir effectivement, Louis, si ces 5 postes vont bien être 5 postes. Alors, ouais, pour Mika ou... On précise bien, ça ne dépend pas de l'AMF. Hein. En fait, l'AMF, si vous voulez, c'est comme c'est un superviseur. Et donc, effectivement, ce n'est pas elle qui décide comme ça unilatéralement d'augmenter ses effectifs. Donc, il faudra attendre effectivement le débat parlementaire. Bon, et ben on va suivre ça ici de toute manière. C'est en bonne voie, en tout cas. Voilà, c'est positif. Mika, d'ailleurs, est né avec l'arrivée des stablecoins, Gonzague. On va en parler tout de suite, des stablecoins et des CBDC. On va voir s'ils peuvent être tous les deux un instrument de dédollarisation de l'économie. D'abord, Gonzague, peut-être petit rappel de la différence entre un stablecoin et des CBDC. Il y en a un qui est privé, l'autre qui est public, c'est ça ? C'est ça, en grande partie, on peut le simplifier de cette façon-là. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est émise sur une blockchain et qui est adossée généralement, dans la plupart des cas, à une réserve d'argent déposée sur un compte bancaire. Il y a plein d'autres sortes de stablecoins, mais les plus grands sont ceux-ci. Ces stablecoins sont émis par des sociétés qui disposent donc de comptes bancaires sur lesquels on a de l'argent. Et aujourd'hui, le marché du stablecoin, c'est 100% de stablecoins privés, dominés par une société qui s'appelle Tether et une autre société qui s'appelle Circle, qui ont émis à eux deux un peu plus de 100 milliards de dollars de stablecoins. Et à côté de ça, on parle de CBDC. Alors, on va un peu rentrer dans le raffinement de la chose, mais la CBDC, c'est censé être un stablecoin émis par une banque centrale, c'est-à-dire un euro numérique ou un dollar numérique, une monnaie numérique, émise par une banque centrale qui circulerait, j'emploie bien du conditionnel, sur une blockchain peut-être publique. Ça, c'était un peu le point de départ avec l'arrivée des stablecoins privés et surtout avec l'arrivée il y a quelques années du projet de Facebook, Libra Diem, appelons-le comme vous voulez, qui voulait lancer une monnaie numérique nouvelle et composée, qui n'était ni un dollar ni un euro, mais qui était une nouvelle valeur adossée à un panier de devises international. Et ce projet-là, en fait, a fait très peur à l'ensemble des régulateurs européens en particulier, car ils avaient une implantation en Suisse, mais avec des vocations vraiment très européennes. Et il y a eu une levée de bouclier assez rapide de l'ensemble des régulateurs et des banques centrales européennes pour s'opposer à ce projet-là, qui est d'ailleurs mort dans l'œuf, malgré la puissance de Facebook et du consortium qu'ils avaient réuni. Le sujet est mort dans l'œuf et les banques centrales se sont dit, si un acteur de la taille de Facebook est en mesure de lancer une monnaie complètement nouvelle à l'échelle mondiale, il faut à tout prix qu'on réagisse et qu'on soit en mesure de s'organiser pour nous-mêmes lancer des monnaies numériques qui pourraient venir en concurrence de ces monnaies privées. Mais alors, Gonzague, Louis, c'est quoi l'intérêt vraiment pour les banques centrales de créer ce type de monnaie-là ? C'est juste uniquement en réaction à ce genre d'initiative comme a pu le faire Facebook, ou alors, quoi qu'il arrive, ils allaient le faire ? Alors, comme l'a bien souligné Gonzague, effectivement, ça fait très peur, parce qu'effectivement, vous avez une croissance quand même assez exponentielle dans ce qu'a décrit Gonzague, donc des stablecoins. Et en fait, les stablecoins sont de plus en plus étudiés. De nombreuses sociétés et d'institutions financières se montrent intéressées pour les utiliser comme moyen de paiement ou surtout monnaie de règlement à l'échelle financière. Donc le problème de la Banque centrale, c'est qu'elle se dit, c'est elle qui est garante quand même de la monnaie. Donc, en Europe, on rappelle, c'est quand même la BCE qui est censée un peu chapeauter et harmoniser, on va dire, tout ça. Et alors on voit ces projets privés
arriver, qui quand même ont des défauts, mais on va dire, se perfectionnent de plus en plus. Et donc, l'idée pour la Banque centrale et pour les autorités monétaires européennes, et même peut-être plus largement dans le monde, avec quand même des approches différentes, c'est de se dire, si on perd la main, en fait, d'une part, les gens vont se tourner vers ce qui est le plus performant à terme, et d'autre part, ça risque de créer, on va dire, des catastrophes. Donc, en fait, si vous voulez, on est un petit peu dans une période où on se pose plein de questions, où on se dit, est-ce que la blockchain, c'est quand même le futur ? Est-ce qu'on est prêt à remettre entre nos mains, on va dire, une grande partie de la finance sur de la pure technologie? Donc c'est aussi ça la question. Et donc l'idée, en tout cas qui est étudiée, on rappelle que l'euro numérique, donc qui serait la monnaie banque centrale européenne à l'échelle européenne, est encore au stade de projet, c'est encore au stade de prospection. Il n'y a rien qui a été officiellement, en tout cas, lancé. Ce serait pour l'instant pour 2027, c'est ça ? Oui, 2027, 2028. Alors, il faudrait voir, est-ce qu'on accélérait, est-ce qu'on accélérait pas ? En fait, l'idée, c'est que ce que ne veut pas trop dire les autorités monétaires européennes, c'est qu'en fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent lancer pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas comment la blockchain et les stablecoins vont évoluer, et en même temps, on ne sait pas trop à quoi va ressembler cette CBDC, donc en anglais, monnaie banque centrale. Donc l'idée, pour l'instant, en tout cas, c'est de créer une monnaie banque centrale qui permettrait justement quand même de chapeauter tout ça et de permettre aux acteurs privés aussi de pouvoir se développer sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment ça, pour l'instant, l'idée qui est retenue et ce qui peut quand même potentiellement, vers quoi on se dirige. C'est ça qui est intéressant. Vas-y Gonzague, tu voulais réagir ? Oui, je partage complètement l'avis de Louis. En effet, on peut se demander aujourd'hui où en est l'Europe, où en sont les pays. C'est très confus. On ne sait pas si c'est une initiative européenne ou des initiatives locales. On dit la France va lancer une CBDC, mais l'Europe va le faire. Finalement, on ne sait rien. On s'aperçoit de plus en plus qu'en tout cas, toutes les réflexions, les études qui sont menées les conduisent à réfléchir à des monnaies numériques de banque centrale qui seraient émises sur des registres privés, donc absolument pas des concurrents aux stablecoins émis sur des blockchains publiques. Et à côté de ça, on observe en particulier que les pays les plus loin du dollar aujourd'hui, on va parler de la Chine, de l'Inde en particulier, sont ceux qui ont véritablement lancé des expérimentations et des initiatives de CBDC qui tournent sur le marché. Alors la Chine, c'est toujours assez compliqué de décrypter ce qui s'y passe. Moi, les chiffres que j'ai vus indiquent qu'il y avait 20% de la population qui avait déjà utilisé le e-yuan en Chine. Et certains disaient que ce chiffre était ridicule à l'échelle de la Chine. Je trouve ça quand même phénoménal. C'est-à-dire qu'il y aurait 250 millions d'utilisateurs du yuan en Chine. Cependant, le e-yuan est une monnaie privée, numérique, qui ne circule évidemment pas sur une blockchain publique. L'Inde a fait la même chose avec des expérimentations qui tournent. Et ce qu'on observe en plus de ça, c'est que des hubs de consortiums de banques, et en particulier, là aussi, avec un fort tropisme asiatique, ont commencé à constituer des plateformes pour permettre l'échange de ces monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un écosystème qui s'organise autour de la création de ces monnaies numériques qui vont faciliter les échanges, les flux, les paiements et compagnie, et en même temps de créer des passerelles et des ponts entre toutes ces petites monnaies de banque centrale pour qu'elles puissent demain s'échanger. Et à côté de ça, en effet, en Europe, il ne se passe pas grand-chose parce que ça reste un petit problème encore aujourd'hui, tant que des acteurs majeurs, on entend les GAFA, ne se sont pas lancés dedans. Et le point que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est qu'on a vu aux États-Unis apparaître il y a quelques semaines le stablecoin de PayPal. Alors PayPal, on l'utilise peut-être pas beaucoup en France, quand même un petit peu, mais PayPal, c'est 430 millions d'utilisateurs. PayPal, c'est aussi le porte-monnaie électronique Venmo, 80 millions d'utilisateurs. Et ils ont introduit leur stablecoin dollar dans leur système qui va permettre justement l'interopérabilité des paiements entre PayPal, Venmo et puis une place de marché crypto sur laquelle est listé le stablecoin de PayPal qui s'appelle crypto.com. Donc on commence à avoir un écosystème qui lui est tourné davantage vers le paiement que vers les transactions crypto, qui est en train de s'installer avec un démarrage qui est plutôt lent, mais qui vient, à mon avis, mettre un premier pied dans la porte d'un système de paiement de masse fondé sur un stablecoin dollar émis par une entité privée. Tu parlais tout à l'heure de l'Inde et de la Chine. Fin août dernier se tenait le sommet des BRICS. Donc il y a notamment Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avec 6 nouveaux pays qui ont adhéré. Ils ont parlé d'une monnaie commune
à ce moment-là, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce que ça peut aider à la dédollarisation de cette association de pays? Je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé d'une monnaie commune. En revanche, ce qu'ils ont fait déjà il y a quelques années, c'est la création d'une banque commune. Ils ont la nouvelle banque de développement, qui aujourd'hui est dirigée par Madame Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, et qui se veut une alternative à la Banque mondiale. La Banque mondiale pilotée vraiment par les États-Unis, et pas de concurrence finalement de ce point de vue-là. Donc avec la création de cette nouvelle banque de développement, c'est un peu leur ambition. Et cette nouvelle banque de développement, elle cherche ouvertement, comme les BRICS le disent eux-mêmes tout à fait publiquement, à sortir le plus possible le dollar de leurs échanges et de leur financement des pays des BRICS. Donc on remarquera que la Chine est toujours présente dans chacun de ces sujets. Ils étaient présents dans le projet M-Bridge de la Banque des règlements internationaux à Hong Kong, qui vise justement à opérer cette plateforme multi-CBDC. Mais ils sont également présents dans la nouvelle banque de développement où ils ont déjà quand même leur yuan qui circule. Donc, en effet, je pense que des gros acteurs, en tout cas des acteurs en puissance comme l'Inde et la Chine dans le domaine du paiement et des règlements internationaux qui s'intéressent au sujet des CBDC vont être moteurs dans cette mutation et dans les propositions de valeur qui vont être faites à tous les pays membres pour opérer des paiements, pour opérer des transferts transfrontaliers et ce type de sujet. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'à la base, tout ça est né donc du Bitcoin, qui est la première crypto telle qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, avant le Bitcoin, il était quasiment impensable de réaliser une transaction via Internet, ou en tout cas digitale, numérique, sans passer par le système bancaire ou le système financier. Et en fait, depuis, le Bitcoin a montré qu'on pouvait avoir un réseau de paiement qui passe pas, qui soit en tout cas sécurisé, c'est-à-dire quand vous envoyez un Bitcoin, il arrive bien, si vous respectez les lois du code, il arrive bien à destination. Et en fait, tout ça a tout bouleversé. C'est-à-dire que les banques, qu'elles soient commerciales ou centrales, ça les embête de se faire désintermédier. Donc non, mais c'est pas forcément que ça les embête de les intermédier, mais en fait, elles se retrouvent avec quelque chose sur lequel elles n'ont pas forcément le contrôle. Et quand elles n'ont pas le contrôle sur quelque chose, en fait, leur but, c'est de chapeauter un peu l'économie. Alors après, il y a plusieurs opinions sur cette opinion politique par rapport à ça, mais pour la première fois, on a le Bitcoin et tout un écosystème qui en fait crée un espèce de système parallèle qui, au fur et à mesure des années, se perfectionne, en fait, alors avec encore plein de défauts, mais se perfectionne. Et alors les banques centrales se retrouvent avec cette sorte de système parallèle, alors que parfois on qualifie de blockchain, qu'on qualifie de Bitcoin, qu'on qualifie sur lequel circulent les stablecoins, donc la finance décentralisée, souvent vous entendez ça, donc DeFi. Et en fait, on voit ce système se perfectionner de plus en plus et les régulateurs se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que de plus en plus, ça permet de faire des transactions moins chères, plus rapides et surtout, sur le long terme, peut-être même beaucoup plus performantes parce que tout simplement, on passe par Internet. Donc, ce sujet-là, regardez, elles se disent comment est-ce qu'on reprend le contrôle tout en aussi ne pas brider les libertés. Donc, on est un petit peu dans cette ligne ténue à tenir. C'est pas clair, c'est complexe. On continuera à suivre tout ça, messieurs, dans cette émission. Merci beaucoup, Gonzague, d'avoir été avec nous. Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Scheme. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. À très vite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 15h. Mais demain, soyez au rendez-vous, 15h, c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée et à lundi. BFM Business, BFM Crypto, le club.